Ce soir-là, dans la cuisine de ma propre fille, assise à côté de la bonne, j'ai compris qu'une mère pouvait être effacée d'un seul mot. « Maman, tu n'as pas la classe pour t'asseoir avec mes beaux-parents. » Voilà ce que Léa m'a dit. Ma fille, celle que j'ai portée, élevée, aimée sans condition. Elle m'a regardée comme on regarde une tache sur un mur blanc. Et moi, j'ai obéi. Je me suis assise dans cette cuisine. J'ai mangé en silence. Mais avant de partir, j'ai laissé une enveloppe blanche sur la table du salon. Une enveloppe qui allait tout changer. Je m'appelle Juliette Marchand. J'ai 70 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Il y a des souvenirs qui sentent encore la cannelle et le beurre chaud. Léa avait 6 ans. Nous habitions encore dans le petit appartement de la rue Daguerre. Chaque dimanche, je préparais des crêpes. Elle grimpait sur le tabouret, le bout du nez couvert de farine, et me demandait de lui raconter encore l'histoire de la princesse sans château. « C'est toi, maman, la princesse. » Elle disait cela avec cette lumière dans les yeux que seuls les enfants possèdent. Je n'avais pas grand-chose, mais j'avais elle, et elle avait tout de moi. Son père nous avait quittés quand elle avait 3 ans, parti avec une collègue plus jeune, plus brillante, plus tout. Il m'avait laissé un appartement trop petit et une fille trop grande pour mes bras. Alors j'ai travaillé, secrétaire dans un cabinet d'avocats. Des journées longues, des sourires professionnels, des talons qui claquent sur le parquet ciré. Le soir, je rentrais fatiguée, mais je prenais toujours le temps de l'écouter me raconter sa journée. Léa était brillante. Elle voulait devenir avocate, comme les hommes en costume que je servais au bureau. Elle voulait une grande maison, une voiture allemande, un mari qui sentait bon le succès. « Tu verras, maman. Un jour, je te donnerai tout ce que tu mérites. » Je la croyais. Le premier changement est arrivé le jour de son mariage. Léa avait rencontré Guillaume lors d'un colloque à Sciences Po, famille bourgeoise du 16e arrondissement. Père notaire, mère présidente d'une association caritative, appartement haussmannien avec vue sur le parc Monceau. Guillaume était courtois, poli, distant. Il me serrait la main comme on serre celle d'une connaissance professionnelle. Enchantée, Madame Marchand. Jamais belle maman. Toujours Madame Marchand. Le mariage a eu lieu dans une salle privée d'un château en Bourgogne. 200 invités, orchestre à cordes, champagne millésimé. J'étais assise au fond de la salle, près des cousins éloignés et des collègues de bureau, loin de la table d'honneur, loin de ma fille. À un moment, durant le repas, Léa est passée près de moi. Elle portait cette robe de soie blanche qui lui donnait l'air d'une reine. Elle s'est penchée, a effleuré mon épaule. « Merci d'être là, maman. Tu es belle. » Mais son regard était ailleurs, déjà tourné vers une autre vie, une vie où je n'avais plus tout à fait ma place. Les mois ont passé, les appels sont devenus plus rares, les déjeuners du dimanche inexistants. « Désolée, maman. Guillaume a invité ses parents. Une autre fois qui ne venait jamais. » Je me disais que c'était normal. Elle construisait sa vie. Elle avait son mari, son appartement dans le 7e, son poste dans un cabinet prestigieux. Elle était occupée, c'est tout. Je ne voulais pas être cette mère envahissante, collante, qui réclame de l'attention. Alors je me suis tue. J'ai souri. J'ai dit que tout allait bien. Mais la nuit, seule dans mon petit appartement de la rue Daguerre, je regardais les photos sur le buffet. Léa a 6 ans, avec son tablier couvert de farine. Léa a 15 ans, le jour de son brevet. Léa a 25 ans, le jour de sa remise de diplôme. Et je me demandais où j'avais perdu ma fille. Puis, il y a 3 mois, Léa m'a appelé. « Maman, j'organise un dîner samedi prochain. Les parents de Guillaume viennent. Ce serait bien que tu sois là. » Mon cœur a bondi. Enfin, elle m'invitait dans sa nouvelle vie. J'ai acheté une robe neuve, bleu marine, discrète, élégante. J'ai fait refaire ma coupe chez le coiffeur. Je voulais être à la hauteur. Je voulais qu'elle soit fière de moi. Samedi soir, je suis arrivée à 19h précise. L'appartement sentait le thym et le vin rouge. Une domestique en tablier blanc m'a ouvert. « Bonsoir, madame. » Léa est apparue dans le couloir. Robe crème, cheveux relevés, collier de perles. Elle m'a embrassée rapidement, sans me regarder vraiment. « Entre, maman. » Dans le salon, les beaux-parents étaient déjà installés. Monsieur Dufresne, costume 3 pièces, lisant le Figaro. Madame Dufresne, châle en cachemire, sirotant un verre de chablis. Ils m'ont à peine salué. Guillaume est entré, une bouteille à la main. « Bonsoir, Madame Marchand. » Toujours ce ton distant, cette politesse froide. Puis Léa s'est approchée de moi. Elle a posé sa main sur mon bras. Elle a murmuré tout bas pour que personne n'entende. « Maman, écoute, il vaut mieux que tu manges à la cuisine, avec Maria la bonne. Ce sera plus simple. Mes beaux-parents sont formels. Et toi, tu sais, tu n'as pas vraiment la classe pour t'asseoir avec eux. » J'ai cru avoir mal entendu. Je l'ai regardé. J'ai cherché une trace de honte dans ses yeux. Une hésitation, un regret, rien. Elle attendait que j'obéisse. Alors je l'ai fait.
Je me suis assise à la petite table de la cuisine. Maria, la domestique, m'a servi une assiette en silence. Elle avait ce regard gêné de ceux qui assistent à l'humiliation d'autrui. J'ai mangé, lentement, mécaniquement. Dans le salon, j'entendais les rires, les verres qui tintent, les compliments sur le gigot, la voix de Léa, charmante, spirituelle, parfaite. Et moi, dans cette cuisine, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Non pas de la colère, pas encore, juste une immense tristesse, froide, silencieuse. À la fin du repas, j'ai remercié Maria. Je me suis levée, j'ai ajusté ma robe, j'ai pris mon sac, et avant de partir, j'ai sorti une enveloppe blanche de mon sac. Une enveloppe que j'avais préparée avant de venir. Je l'ai posée sur la console du salon, bien en évidence. Personne ne m'a vu. Puis je suis partie, sans bruit, sans un mot, sans un au revoir. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas, même quand ce sont nos propres enfants. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec ce goût amer dans la bouche, celui qu'on a quand on réalise qu'on a perdu quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. J'ai fait mon café, j'ai regardé par la fenêtre. La rue Daguerre était animée comme tous les dimanches, les familles qui sortent acheter des croissants, les enfants qui courent, la vie qui continue, indifférente. Mon téléphone était éteint, je ne voulais pas savoir, pas encore. 3 jours ont passé sans nouvelles de Léa. 3 jours pendant lesquels j'ai relu cette phrase dans ma tête, encore et encore. Tu n'as pas la classe pour t'asseoir avec eux. Comment une fille peut-elle dire cela à sa mère, la femme qui l'a nourrie, élevée, protégée, la femme qui s'est levée à 5 heures du matin pendant 20 ans pour qu'elle ait un uniforme propre et un goûter dans son cartable. J'ai pensé à toutes ces nuits où je comptais les centimes pour lui payer ses cours d'anglais, à ces robes que je recousais pour moi parce qu'il fallait qu'elle ait du neuf. Et maintenant, elle avait honte de moi. Le mercredi après-midi, mon téléphone a vibré. Un message. Léa, maman, il faut qu'on parle. Appelle-moi. Pas d'excuses, pas de pardon. Juste, il faut qu'on parle. J'ai attendu 1 heure, puis 2, puis j'ai rappelé. Sa voix était tendue, nerveuse. Maman, c'est quoi cette enveloppe? Je suis restée silencieuse. Maman, réponds-moi. C'est quoi, ce contrat de location, cette facture? J'ai respiré lentement. Puis j'ai dit, d'une voix calme que je ne me connaissais pas, c'est le contrat de location de l'appartement dans lequel tu vis, Léa. Ton appartement du 7e, celui que tu crois appartenir à Guillaume. Silence. Quoi? Cet appartement, je l'ai acheté il y a 12 ans, avec l'héritage de ma mère. Je l'ai mis au nom d'une SCI pour que tu ne le saches pas, pour que tu te sentes libre, pour que tu ne te sentes jamais redevable. Mais Guillaume m'a dit que... Guillaume ne sait rien, personne ne sait, sauf toi, maintenant. Un souffle, puis sa voix, plus aiguë. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que dans cette enveloppe, il y a aussi un courrier de mon notaire. À partir du 1er du mois prochain, je vais te facturer le loyer. 2800 € par mois, le prix du marché. Mais, maman, tu m'as dit que je n'avais pas la classe pour m'asseoir à ta table, Léa. Très bien. Alors désormais, nous aurons une relation de propriétaire à locataire. C'est une relation qui me convient mieux, apparemment. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la dignité. Les jours suivants, Léa a essayé de me rappeler. 10 fois, 15 fois, je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé des messages. « Maman, s'il te plaît, on peut en parler. Maman, je suis désolée. Maman, ne fais pas ça. » Mais il y avait quelque chose dans ses excuses, quelque chose qui sonnait faux. Elle n'était pas désolée de m'avoir humiliée. Elle était désolée d'avoir des conséquences. Un matin, alors que je prenais mon café près de la fenêtre, j'ai vu une scène qui m'a ramené des années en arrière. Une mère et sa petite fille traversaient la rue. La fillette tenait un ballon rouge. À un moment, le ballon s'est envolé. La mère a couru pour le rattraper, ses cheveux dans le vent, son manteau ouvert. Elle a attrapé le ballon, s'est retournée et l'a tendu à sa fille avec ce sourire fatigué mais lumineux des mères qui feraient n'importe quoi pour leurs enfants. La petite fille a sauté dans ses bras. « Merci maman ». J'ai pleuré. Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses qui glissent sans qu'on puisse les retenir. Parce que cette mère, c'était moi, il y a 40 ans, et cette petite fille, c'était Léa. Le vendredi soir, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était elle, Léa, seule, sans Guillaume, sans son manteau en cachemire, juste elle, dans un jean et un pull simple, les yeux rouges. J'ai ouvert. Elle était restée sur le palier, les bras ballants. « Maman, je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis restée dans l'encadrement de la porte. »« Qu'est-ce que tu veux, Léa ? Je veux qu'on parle.
Parler de quoi? Du fait que tu as honte de moi ou du fait que maintenant tu as besoin de moi? Elle a baissé les yeux. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Elle a cherché ses mots. Puis elle a dit, d'une voix cassée, Guillaume ne sait pas pour l'appartement. Si tu lui dis, si tu fais ça, il va quoi? Te quitter? Te mépriser? Te traiter comme tu m'as traité? Elle a relevé la tête. Ses yeux brillaient. Maman, s'il te plaît, ne gâche pas mon mariage. Et là, j'ai compris quelque chose. Elle n'était pas venue pour s'excuser. Elle était venue pour me supplier de me taire. J'ai souri. Un sourire triste. Un sourire que je ne me connaissais pas. Ton mariage, Léa, tu l'as gâché toute seule. Le jour où tu m'as demandé de manger à la cuisine, j'ai refermé la porte, doucement, sans claquer. Et derrière cette porte, j'ai entendu ses pas s'éloigner. Puis plus rien. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me fait du bien de savoir que je ne suis pas seule. Les semaines ont passé. Novembre est arrivé avec ses pluies fines et ses journées courtes. Je suis retournée à ma routine. Le bureau. Le marché du samedi. Les soirées seules avec un livre et une tisane. Mais quelque chose avait changé en moi. Je ne me sentais plus coupable. Avant, chaque fois que Léa ne m'appelait pas, je me demandais ce que j'avais fait de mal. Maintenant, je savais que ce n'était pas moi le problème. C'était elle. Un mardi matin, alors que je rangeais des dossiers au cabinet, mon notaire m'a appelé. Maître Blanchard, un homme de 60 ans, précis, discret. Celui qui avait géré toute l'opération de la SCI pour l'appartement de Léa. Madame Marchand, j'ai bien envoyé la première facture de loyer comme convenu. 3 000 €. 3 000? Je vous avais dit 2 800. Oui, mais avec les charges et l'indexation depuis l'achat, nous sommes à 3 000. C'est dans les normes du marché. J'ai souri malgré moi. Très bien. Merci maître. 3 000 €. Pour Léa et Guillaume, ce n'était pas une fortune. Mais c'était un rappel. Un rappel qu'on ne peut pas effacer sa mère comme on efface une tâche. 2 jours plus tard, j'ai reçu un virement bancaire. 3 000 €. Avec une référence neutre, loyer novembre. Aucun message, aucun mot. Juste l'argent. Je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai regardé ce virement sur mon téléphone. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère, juste une immense fatigue. Parce que je venais de comprendre que pour ma fille, j'étais devenue une transaction. Quelques jours plus tard, en fin d'après-midi, j'ai croisé une ancienne voisine dans la rue, Madame Estelle, une femme élégante qui avait connu Léa petite. Juliette, quelle surprise! Comment vas-tu? Et Léa? J'ai souri poliment. Elle va bien. Elle est très occupée. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, toujours pressés. Mais dis-moi, je l'ai vue l'autre jour dans le Figaro magazine. Un article sur les jeunes avocates qui montent. Elle était magnifique. Dans le Figaro? Oui, un portrait avec son mari. Ils parlaient de leur appartement dans le 7e, leur vie de couple moderne. C'était très beau. Tu ne l'as pas vu? Non, je ne lis pas beaucoup les magazines. Madame Estelle a fouillé dans son sac. Tiens, je l'ai gardé. Prends-le. Elle m'a tendu le magazine. J'ai remercié. Puis je suis rentrée chez moi. Une fois seule, j'ai ouvert le magazine. Page 43. Et là, je l'ai vue. Léa, souriante, élégante, assise dans son salon, à côté de Guillaume. Le titre, Léa et Guillaume Dufresne. L'élégance d'un couple moderne. J'ai lu l'article. Léa Dufresne, 38 ans, est l'une des avocates montantes du cabinet Bertrand & Associés. Mariée à Guillaume Dufresne, notaire de renom, le couple vit dans un magnifique appartement haussmannien qu'ils ont entièrement rénové avec goût. Entièrement rénové. Qu'ils ont. Aucune mention de moi. Aucune. Plus loin, une question de la journaliste. Vos parents vous ont-ils transmis cette passion pour le beau? Réponse de Léa. Mon père était avocat. Il m'a transmis l'amour de la justice. Et les parents de Guillaume m'ont beaucoup appris sur l'art de recevoir, l'élégance du quotidien. Pas un mot sur moi. Comme si je n'avais jamais existé. Comme si ces 20 ans à l'élever seule, à travailler pour qu'elle ait tout, à renoncer à tout pour elle. Comme si tout cela n'avait jamais compté. J'ai posé le magazine sur la table. J'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai senti quelque chose durcir en moi. Quelque chose de froid, de lucide. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Blanchard. Maître, je voudrais augmenter le loyer. Augmenter? Nous venons tout juste de commencer la facturation. Je sais. Mais je voudrais appliquer une révision exceptionnelle. 4 000 € par mois. C'est dans mes droits, n'est-ce pas? Un silence. Madame Marchand, techniquement, oui. Mais c'est une augmentation importante. Êtes-vous sûr? Tout à fait sûr. Très bien, je prépare l'avenant. J'ai raccroché. Je ne le faisais pas pour l'argent. Je le faisais pour qu'elle comprenne. On ne peut pas effacer quelqu'un. Pas sans conséquence. 2 jours plus tard, Léa m'a appelé. Sa voix n'était plus suppliante. Elle était dure, agacée. «
Maman, c'est quoi cette nouvelle facture? 4 000 €? Tu te moques de moi? Je ne me moque de personne. C'est le prix du marché pour un appartement comme celui-ci. Tu peux vérifier. Le prix du marché? Maman, tu es en train de nous ruiner? Vous ruiner? Léa, tu es avocate dans un grand cabinet. Guillaume est notaire. 4 000 €, ce n'est rien pour vous. Ce n'est pas la question. Alors quelle est la question? Elle a hésité, puis elle a craché. La question, c'est que tu es en train de te venger. J'ai souri, un sourire amer. Me venger? Non, Léa. Je suis juste en train de me respecter. En nous extorquant de l'argent, en vous faisant payer ce que vous me devez. Tu voulais que je ne sois plus ta mère? Très bien, je suis ta propriétaire. C'est tout. Maman, ne m'appelle plus comme ça. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient en plus. Le soir même, j'ai reçu un message de Guillaume. Le premier message qu'il m'envoyait depuis le mariage. Madame Marchand, il faut qu'on parle. Cette situation est intenable. J'ai lu, puis j'ai répondu simplement « Monsieur Dufresne, pour toute question concernant le bail, veuillez contacter mon notaire, cordialement. » Puis j'ai bloqué son numéro. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'avais des regrets, mais parce que je réalisais quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Décembre est arrivé avec ses guirlandes lumineuses et ses vitrines de Noël. Partout dans Paris, les gens se préparaient aux fêtes, les familles qui se retrouvent, les enfants qui écrivent leur liste de cadeaux, les mères qui préparent des repas pour ceux qu'elles aiment. Moi, je savais que je passerais Noël seule. Et pour la première fois, cela ne me faisait pas peur. Un matin, alors que je prenais mon café près de la fenêtre, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai répondu. Allô? Une voix de femme, douce, hésitante. Madame Marchand? Oui, je m'appelle Maria. Je travaille chez votre fille. Maria, la domestique, celle qui m'avait servi dans la cuisine ce soir-là. Oui, je me souviens de vous. Madame, je ne devrais pas vous appeler. Mais je pense que vous devez savoir quelque chose. Mon cœur s'est accéléré. Savoir quoi? Un silence. Puis elle a dit, tout bas, ils se disputent beaucoup. Depuis que vous avez envoyé cette enveloppe, Madame Léa, elle pleure souvent. Et Monsieur Guillaume, il est très en colère. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que ce soir-là, dans la cuisine, j'ai vu votre visage. Et j'ai reconnu ce regard. Ma propre mère a eu ce même regard. Le jour où ma sœur lui a dit qu'elle avait honte d'elle, j'ai fermé les yeux. Merci, Maria. Il y a autre chose, madame. Quoi donc? Hier soir, j'ai entendu Monsieur Guillaume au téléphone avec son père. Il parlait de vous. Il disait qu'il fallait trouver un moyen de vous faire taire, de vous obliger à vendre l'appartement. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Vous êtes sûre? Oui, madame. J'étais dans le couloir. Il ne savait pas que j'étais là. Merci, Maria. Merci beaucoup. Faites attention à vous, madame. Elle a raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone contre mon oreille, longtemps après que la ligne se soit coupée. Ils voulaient me faire taire, me forcer à vendre. Je ne savais pas comment, mais je savais qu'ils allaient essayer, et je savais que je devais agir. L'après-midi même, j'ai pris rendez-vous avec Maître Blanchard. Dans son bureau, au mur lambrissé, il m'a reçu avec sa courtoisie habituelle. « Madame Marchand, que puis-je faire pour vous? Je veux sécuriser l'appartement. Juridiquement, je veux m'assurer que personne ne peut me forcer à vendre. » Il a ajusté ses lunettes. « L'appartement est au nom de votre SCI. Vous en êtes l'unique gérante et associée. Personne ne peut vous forcer à vendre, sauf décision de justice. Mais pour cela, il faudrait qu'on prouve que vous êtes dans l'incapacité de gérer vos biens. Est-ce possible? Théoriquement, oui. Si quelqu'un demande une mise sous tutelle ou curatelle, mais il faudrait prouver que vous n'avez plus vos facultés mentales, ce qui, manifestement, n'est pas le cas. Et si quelqu'un essayait? Il m'a regardé longuement. Madame Marchand, anticipez-vous quelque chose? Disons que je préfère être prudente. Il a hoché la tête. Dans ce cas, je vous conseille de faire établir un certificat médical attestant de votre pleine capacité et de rédiger un testament clair. Ainsi, même en cas de décès, personne ne pourra contester vos volontés. Faites-le. Très bien. Et puis-je vous demander, à qui souhaitez-vous léguer cet appartement? J'ai regardé par la fenêtre. Les arbres nus, le ciel gris, les passants pressés. À une association pour les femmes en difficulté. Il a levé les sourcils. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Il a noté, puis il a dit, doucement, « Votre fille ne le saura que plus tard, après votre décès. Je sais. Cela risque de... » « De quoi? De la blesser ?» J'ai souri. Un sourire sans joie. « Elle m'a déjà blessé, maître. Maintenant, je protège juste ce qui me reste. Ma dignité. » En sortant du cabinet, j'ai marché dans les rues de Paris, sans but, juste pour marcher. Je suis passé devant une église, Sainte-Clotilde.
Les portes étaient ouvertes, je suis entré. L'intérieur était silencieux. Quelques bougies brûlaient près de l'autel. Une vieille dame priait, assise au premier rang. Je me suis assise au fond. Je n'ai pas prié. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le silence m'envelopper. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. L'expéditeur, cabinet Dufresne & Associés, le cabinet du père de Guillaume. J'ai ouvert l'enveloppe. Mes mains ne tremblaient pas. À l'intérieur, une lettre formelle, froide, menaçante. Madame, nous représentons Monsieur Guillaume Dufresne et Madame Léa Dufresne-Marchand. Nos clients contestent la légalité du contrat de location que vous leur avez imposé. Nous vous demandons de revoir vos exigences sous peine de poursuites judiciaires pour abus de droit et harcèlement moral. J'ai relu la lettre 2 fois, 3 fois, puis j'ai souri. Harcèlement moral, abus de droit. Moi, qui avais payé cet appartement pour elle, qui l'avais gardé secret pour qu'elle se sente libre, qui avait tout donné. Eux, qui m'avaient humilié, effacé, traité comme une domestique. Et c'était moi qu'on accusait de harcèlement. J'ai appelé Maître Blanchard. Maître, j'ai reçu une lettre du cabinet Dufresne. Ah, je m'y attendais. Que disent-ils? Ils menacent de poursuites pour abus de droit et harcèlement moral. Il a ri. Un rire sec, ridicule. Vous êtes propriétaire. Vous avez le droit de fixer le loyer au prix du marché. Ils n'ont aucun recours légal. C'est juste de l'intimidation. Que dois-je faire? Ne répondez pas. Laissez-moi gérer. Je vais leur envoyer une réponse appropriée. Merci, maître. J'ai raccroché. Puis je me suis assise. J'ai regardé la lettre encore une fois, et j'ai compris quelque chose. Ils avaient peur, peur de perdre le contrôle, peur de perdre cet appartement qu'ils croyaient leur appartenir, peur que je ne sois plus celle qu'on peut effacer. Ce soir-là, j'ai sorti une vieille boîte du placard, une boîte en métal bleu, celle où je gardais les souvenirs de Léa, ses dessins d'enfants, ses bulletins scolaires, les cartes de fête des mères qu'elle me faisait à l'école. J'ai ouvert une carte, rose, avec des cœurs collés maladroitement. Pour maman, la plus belle du monde. Je t'aime, Léa. Elle avait 7 ans quand elle avait écrit ça. J'ai refermé la boîte et je l'ai rangée, tout au fond du placard. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? La réponse de Maître Blanchard est arrivée chez Léa 3 jours plus tard. Je ne l'ai pas lue, mais je savais qu'elle était cinglante, professionnelle, implacable, le genre de lettre qui rappelle à des avocats qu'ils ne sont pas les seuls à connaître la loi. Le lendemain soir, on a sonné à ma porte, 22 heures. Tard pour une visite, j'ai regardé par le Judas, Léa, seule, trempée par la pluie, les cheveux collés au visage, sans maquillage. J'ai ouvert. Elle est restée là, sur le palier. Elle tremblait, pas de froid, de quelque chose d'autre. Maman, je n'ai rien dit. Maman, s'il te plaît, laisse-moi entrer. J'ai hésité, puis je me suis écartée. Elle est entrée. Elle a enlevé son manteau. Elle est restée debout au milieu du salon, comme une invitée qui ne sait pas où se mettre. Tu veux du thé? Elle a hoché la tête. Je suis allée dans la cuisine. J'ai fait chauffer l'eau. Mes mains étaient calmes, mon cœur aussi. Quand je suis revenue avec les tasses, elle était assise sur le canapé. Elle regardait la pièce, ce petit salon qu'elle connaissait par cœur, où elle avait grandi. Ça n'a pas changé. Non, tu as toujours cette lampe. Oui, elle a pris la tasse, elle a bu une gorgée, puis elle a posé la tasse. Ses mains tremblaient. Maman, Guillaume veut qu'on déménage. Ah, il dit qu'il ne peut pas vivre dans un appartement qui t'appartient. Que c'est humiliant, que ses parents posent des questions. Et toi, qu'en penses-tu? Elle a relevé la tête. Moi? Oui, toi? Qu'est-ce que tu penses, Léa? Pas Guillaume? Pas ses parents? Toi? Elle a baissé les yeux. Je pense que j'ai tout gâché. J'ai attendu. Elle a continué, la voix cassée. Ce soir-là, le dîner, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais tellement peur que tu dises quelque chose de déplacé, que tu embarrasses Guillaume. Ses parents sont tellement exigeant, et je voulais être parfaite. Je voulais qu'il m'accepte. Alors tu m'as effacée. Je ne voulais pas. Si, tu voulais. Tu as fait un choix, Léa. Tu as choisi leur regard plutôt que mon cœur. Elle a pleuré. Pas des larmes discrètes, des sanglots, profonds, comme ceux d'une enfant. Pardon, maman. Pardon. Je l'ai regardée pleurer. Et j'ai senti quelque chose en moi. Quelque chose de vieux, de maternel, qui voulait la prendre dans mes bras, lui dire que tout allait bien, que je lui pardonnais. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas encore le moment. Léa, réponds-moi franchement, est-ce que Guillaume sait que l'appartement est à moi? Elle a essuyé ses yeux. Oui, maintenant oui. Comment a-t-il réagi? Elle a hésité. Il était en colère, très en colère. Contre toi ou contre moi? Les deux. Il disait que tu nous manipulais, que tu avais fait exprès de garder ce secret pour nous contrôler plus tard. Et toi, tu l'as cru?
Elle a relevé la tête. Non. Vraiment? Non, maman. Je sais pourquoi tu as fait ça. Tu voulais me protéger. Tu as toujours voulu me protéger. Alors pourquoi tu ne m'as pas défendu? Silence. Pourquoi, Léa? Pourquoi tu as laissé ton mari m'accuser sans rien dire? Parce que j'avais peur. Peur de quoi? Elle a éclaté en sanglots. Peur qu'il me quitte. Peur de tout perdre. Cette vie, cet appartement, ce statut, tout ce que j'ai construit. Tu n'as rien construit, Léa. C'est moi qui ai construit. Elle s'est figée. Tu as vécu dans une illusion que je t'ai offerte. Mais ce n'était pas la tienne, c'était la mienne. Maman, et maintenant, tu pleures parce que l'illusion se brise, pas parce que tu m'as blessée, mais parce que tu perds ce que tu croyais avoir. Elle a secoué la tête. Non, non, ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre. Léa, tu veux que je te pardonne, mais tu ne veux pas changer. Tu veux juste que tout redevienne comme avant, que je me taise, que je disparaisse, que je vous laisse vivre tranquille. Maman, arrête, mais je ne peux plus faire ça, parce que si je le fais, je meurs. Tu comprends? Je meurs. Elle s'est levée, elle a marché vers moi. Oh, qu'est-ce que tu veux alors? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me suis retournée. Je veux que tu assumes, devant Guillaume, devant ses parents, devant tout le monde. Je veux que tu dises la vérité. Quelle vérité? Que c'est moi qui ai payé cet appartement, que c'est moi qui t'ai élevé, que c'est moi qui ai tout donné, et que tu as eu honte de moi. Elle a reculé. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont me mépriser. Et alors? Tu préfères qu'ils me méprisent, moi? Elle a baissé les yeux. Et j'ai compris. Elle ne le ferait jamais. Pars, Léa. Maman, pars. Elle a pris son manteau. Elle s'est dirigée vers la porte. Puis, elle s'est retournée. Je t'aime, maman. J'ai souri tristement. Je sais, mais ce n'est pas suffisant. Elle est partie. J'ai entendu ses pas dans l'escalier. Puis le bruit de la porte d'entrée en bas. Puis plus rien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise près de la fenêtre, à regarder les lumières de la ville. Et j'ai pensé à toutes ces mères qui se sacrifient, qui donnent tout, qui s'effacent et qui finissent oubliées, comme si aimer ne comptait pas, comme si donner ne valait rien. Mais moi, j'avais décidé de compter, même si ça me coûtait ma fille. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Maria. Madame Léa est rentrée très tard hier soir. Elle a pleuré toute la nuit. Ce matin, Monsieur Guillaume a quitté l'appartement avec une valise. Il n'est pas revenu. J'ai relu le message plusieurs fois. Guillaume était parti. Léa était seule. Et moi, je ne savais pas si je devais être triste ou soulagée. Les jours qui ont suivi ont été étranges, silencieux, lourds, comme ces moments qui précèdent l'orage. Je continuais ma vie, le bureau, le marché, les soirées avec un livre. Mais mon téléphone restait éteint la plupart du temps. Je ne voulais pas savoir. Pas encore. Maria m'envoyait des nouvelles par message court, discret. Madame Léa ne sort plus. Elle reste dans sa chambre. Monsieur Guillaume est revenu chercher des affaires. Ils se sont disputés. Elle ne mange presque plus. Je lisais. Je ne répondais pas. Pas par cruauté, mais parce que je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait courir vers elle, la prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais une autre partie, plus lucide, plus dure, savait que si je le faisais maintenant, rien ne changerait. Elle pleurerait. Je pardonnerais. Et dans 6 mois, nous serions de nouveau au même endroit. Un matin, alors que je prenais mon café, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Une voix d'homme. Grave, autoritaire. Madame Marchand? Oui, ici Monsieur Dufresne, le père de Guillaume. Mon cœur s'est serré. Mais ma voix est restée calme. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Dufresne? Je pense que nous devrions nous voir pour discuter de cette situation. Quelle situation? Ne jouons pas à ce jeu, madame. Vous savez très bien de quoi je parle. Alors dites-le clairement. Un silence. Puis il a repris, plus sec. Vous êtes en train de détruire le mariage de nos enfants. Moi? Oui. Vous? Avec vos exigences ridicules, ce loyer exorbitant, ces menaces juridiques. Monsieur Dufresne, je ne menace personne. Je suis propriétaire d'un bien que je loue au prix du marché. C'est mon droit. Vous jouez sur les mots. Non, je joue selon les règles. Les mêmes règles que vous utilisez tous les jours dans votre cabinet. Il a ri, un rire froid. Vous pensez être intelligente, n'est-ce pas? Je pense surtout être dans mon droit. Votre droit? Écoutez-moi bien, madame. Je ne sais pas ce que vous cherchez à obtenir. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous ne gagnerez pas. Gagnez quoi? Cette petite guerre que vous avez déclarée. Je n'ai déclaré aucune guerre. J'ai juste arrêté de me taire. Vous vous croyez victime? Non. Je suis juste une mère qui a été humiliée par sa propre fille et qui a décidé de ne plus l'accepter. Il y a eu un long silence, puis sa voix a changé. Plus calme, plus calculée. Combien voulez-vous? Pardon?
Combien voulez-vous pour vendre cet appartement et disparaître de leur vie? J'ai senti quelque chose monter en moi. Pas de la colère, quelque chose de plus profond, de plus triste. Vous pensez vraiment que tout s'achète, n'est-ce pas? Tout a un prix, madame, pas la dignité. La dignité? Quelle dignité? Celle d'extorquer de l'argent à votre propre fille? Je n'extorque rien. Je demande ce qui m'est dû. Ce qui vous est dû? Vous n'avez rien construit. Vous étiez juste une petite secrétaire qui a eu de la chance avec un héritage. Et là, j'ai compris. Il savait tout. Guillaume lui avait tout raconté. L'appartement, mon passé, ma vie modeste. Et pour lui, j'étais juste une femme sans classe qui osait tenir tête à sa famille. J'ai souri. Un sourire qu'il ne pouvait pas voir, mais que j'ai senti jusqu'au fond de moi. Monsieur Dufresne, cette conversation est terminée. Si vous avez quelque chose à me dire, passez par mon notaire. Bonne journée. N'oubliez pas, madame, vous n'êtes rien, et nous sommes quelqu'un. Nous pouvons vous détruire. Vous ne pouvez pas détruire ce qui a déjà été brisé. J'ai raccroché, mes mains tremblaient, pas de peur, de rage contenue. Il pensait pouvoir m'acheter, me faire disparaître, comme on efface une tache. Mais je n'étais pas une tache, j'étais une femme, une mère, un être humain. Le soir même, j'ai reçu un autre message de Maria. Madame, les beaux-parents de Madame Léa sont venus. Ils ont parlé pendant 2 heures. Madame Léa pleurait. Après leur départ, elle a appelé Monsieur Guillaume. Il ne répond pas. Puis, 1 heure plus tard, Madame Léa vient de partir en taxi, avec une valise. J'ai posé mon téléphone. Où était-elle allée? À 23 heures, on a sonné. Je savais que c'était elle. J'ai ouvert. Léa. Une petite valise à ses pieds, les yeux rouges, le visage défait. Je peux dormir ici ce soir? J'ai regardé cette femme devant moi, ma fille, celle que j'avais portée, élevée, aimée, et qui me demandait maintenant la permission d'entrer dans mon appartement. Entre. Elle a pris sa valise. Elle est entrée. Elle s'est dirigée vers l'ancienne chambre, sa chambre d'enfant, celle que je n'avais jamais transformée. Elle a ouvert la porte. Elle est restée immobile sur le seuil. Tout était là. Son lit, ses livres, ses peluches, ses affiches au mur. Tu n'as rien changé. Non. Elle s'est retournée. Ses yeux brillaient. Pourquoi? Parce que j'espérais toujours que tu reviendrais. Elle a éclaté en sanglots. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Pas encore. Va te reposer. On parlera demain. Elle a hoché la tête. Elle est entrée dans sa chambre. Elle a fermé la porte. Je suis restée dans le couloir. J'ai entendu ses pleurs étouffés à travers la porte. Et j'ai pleuré aussi, en silence. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai préparé du café, des tartines, comme avant. Léa est sortie de sa chambre vers 9 heures. Elle portait un vieux pull qu'elle avait laissé ici il y a des années. Trop grand, délavé. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Sans un mot, je lui ai servi le café. Merci. Nous avons bu en silence. Un silence étrange, pas hostile, juste vide. Puis elle a parlé. Guillaume veut divorcer. J'ai posé ma tasse. Ah, ses parents lui ont dit que je t'avais menti, que je savais depuis le début que l'appartement était à toi, que j'avais manigancé tout ça pour le piéger. C'est faux, je sais, mais il les croit. Pourquoi? Elle a levé les yeux vers moi. Parce que c'est plus facile de me blâmer que d'admettre qu'il s'est trompé sur moi, sur nous, sur tout. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu m'avais offert cet appartement en secret, que tu ne m'avais jamais rien demandé, que c'est moi qui t'ai humilié, que c'est moi qui ai tout gâché. Et il t'a cru? Non. Elle a souri tristement. Il m'a dit que j'étais manipulée par toi, que tu m'avais monté contre lui, que tu voulais détruire notre mariage depuis le début. Et toi, tu le crois? Non, maman. Je sais qui tu es. Elle a bu une gorgée de café. Puis elle a continué, la voix tremblante. Ses parents m'ont dit quelque chose hier, quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Quoi donc? Ils m'ont dit que je n'avais jamais été à leur hauteur, que j'avais de la chance qu'ils m'aient acceptée dans leur famille, que sans Guillaume, je ne serais rien. Juste une fille de secrétaire. Elle a fermé les yeux. Une fille de secrétaire. C'est comme ça qu'ils m'ont appelée. Mon cœur s'est serré. Et quand ils ont dit ça, j'ai pensé à toi, à tout ce que tu as enduré pour moi, toutes ces années à travailler, à te sacrifier, à t'effacer, pour que moi, je puisse devenir avocate, pour que moi, je puisse avoir cette vie. Elle a ouvert les yeux. Les larmes coulaient sur ses joues. Et j'ai compris que je t'avais fait exactement la même chose qu'il me faisait. Je t'ai méprisé, je t'ai effacé, j'ai eu honte de toi. Oui, pardon maman, pardon. J'ai tendu la main, j'ai pris la sienne. Je sais. Nous sommes restés assises comme ça, en silence pendant longtemps. Puis Léa a dit, je vais quitter l'appartement. Tu n'es pas obligée. Si, je le suis, pas pour Guillaume, pour moi, parce que je ne peux pas continuer à vivre dans un mensonge. Où vas-tu aller? Je ne sais pas encore. Je vais chercher un petit appartement, quelque chose que je peux payer toute seule. Et ton travail? Je vais démissionner. Quoi? Le cabinet?
C'est le cabinet de la famille de Guillaume, ses oncles, ses cousins. Je ne peux pas rester là-bas, pas après ça. Mais ton poste, ta carrière, elle a souri. Un sourire triste mais apaisé. Ma carrière, maman, je l'ai construite sur du sable, sur des relations, sur un nom qui n'est même pas le mien. Je veux recommencer. Autrement. Tu es sûre? Non. Mais je sais que c'est ce que je dois faire. Je l'ai regardée, cette femme, devant moi. Ma fille, qui avait tout perdu, mais qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait retrouver quelque chose d'essentiel. Elle-même. Tu peux rester ici le temps qu'il faut. Merci, maman. Mais il y a une condition. Elle m'a regardée. Laquelle? Tu vas participer aux frais. Loyer, courses, charges, tout. Elle a souri à travers ses larmes. D'accord. Pas parce que j'ai besoin d'argent, mais parce que tu as besoin d'apprendre à tenir debout toute seule. Je comprends. Et une autre chose. Oui, tu vas m'aider à la cuisine, à faire les courses, à nettoyer, comme avant, quand tu étais petite. Elle a ri. Un rire léger, presque enfantin. D'accord. Ce soir-là, nous avons préparé le dîner ensemble. Rien de compliqué. Des pâtes, une salade, un peu de fromage, mais c'était bon. Pas parce que c'était gastronomique, mais parce que nous étions deux. Deux femmes, deux générations, deux vies qui se reconstruisent. Avant de nous coucher, Léa m'a demandé « Maman, tu penses que je vais m'en sortir ?»« Oui. Comment tu le sais ? Parce que tu es ma fille. » Elle a souri. « Et parce que maintenant, tu sais ce que c'est de tomber. Et ceux qui tombent apprennent à se relever. » Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Pas parce que tout était résolu, mais parce que quelque chose avait changé. Ma fille était revenue. Pas celle qui avait honte de moi, mais celle qui savait qui elle était et qui savait d'où elle venait. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Étranges parce que tout était à la fois familier et nouveau. Léa dormait dans sa chambre d'enfant. Elle se levait tôt, préparait son café, cherchait des annonces d'appartements sur son ordinateur, envoyait des CV à des cabinets d'avocats qu'elle ne connaissait pas. Le soir, nous dînions ensemble. Nous parlions. Pas beaucoup, mais nous parlions. De choses simples, du temps, des courses à faire, d'un film à la télévision. Jamais de Guillaume, jamais des Dufresne. Comme si cette partie de sa vie n'avait jamais existé. Un matin, alors que je partais au bureau, j'ai croisé Léa dans le couloir. Elle portait un tailleur sobre, gris anthracite. Pas de bijoux, pas de maquillage sophistiqué. Elle ressemblait à la jeune avocate qu'elle était il y a 10 ans. Avant Guillaume, avant les Dufresne. Tu as un entretien? Oui, un petit cabinet dans le 11e. Droit du travail. Bonne chance. Merci, maman. Elle a hésité, puis elle m'a embrassé sur la joue. Un geste simple, naturel, comme avant. L'après-midi, alors que j'étais au bureau, j'ai reçu un appel de Maître Blanchard. Madame Marchand, j'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise, cela dépend du point de vue. Monsieur et Madame Dufresne ont quitté l'appartement. Ils ont laissé les clés avec Maria. Le loyer de ce mois a été payé, mais ils ne renouvelleront pas le bail. Je vois. Maria m'a transmis une lettre pour vous, de la part de Madame Léa. Je vous l'envoie par courrier. Merci, maître. J'ai raccroché. Léa avait quitté l'appartement. Officiellement. Définitivement. Elle n'avait rien dit. Elle l'avait juste fait. Le soir, quand elle est rentrée, je ne lui ai rien dit non plus. Elle s'est assise à table, elle a mangé en silence. Puis, au moment du dessert, elle a levé les yeux vers moi. « Tu es au courant, n'est-ce pas ?»« Oui. Je ne voulais pas t'en parler avant de l'avoir fait. Pourquoi ? Parce que j'avais peur que tu essaies de me retenir, que tu me dises que ce n'était pas nécessaire. Et tu aurais écouté ?» Elle a souri. « Probablement. Alors tu as bien fait de ne rien dire. » Nous avons ri. Un rire léger, complice. Puis elle a sorti une enveloppe de son sac. J'ai écrit une lettre, pour Guillaume. Je l'ai laissée sur la table de l'appartement avant de partir. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Que je partais, que je ne voulais plus de cette vie, que je ne voulais plus être celle qu'il voulait que je sois, et que je lui souhaitais d'être heureux, vraiment heureux, avec quelqu'un qui correspond à ce qu'il cherche. Tu le penses ? Elle a réfléchi. Oui, je le pense. Je ne lui en veux pas, pas vraiment. Il est le produit de sa famille, de son éducation, de ses valeurs. Et moi, j'ai essayé de devenir ce produit aussi, mais je n'y suis jamais arrivée, parce que ce n'est pas moi. Et qui es-tu alors ? Elle a souri. Je ne sais pas encore, mais je commence à le découvrir. Les jours ont continué à défiler. Léa a trouvé un poste dans un cabinet modeste du 11e arrondissement. Rien de prestigieux, pas de grands clients. Juste des dossiers de licenciement abusif, de harcèlement moral, de conflits salariaux, des gens ordinaires, des vies ordinaires. Et elle était heureuse. Tu sais ce qui est étrange, maman ? Quoi ? Avant, je défendais des grandes entreprises, des patrons, des gens qui avaient déjà tout, et je me sentais importante, mais vide. Et maintenant, je défends des gens qui n'ont rien, et je me sens
utile, vivante. Elle a bu une gorgée de thé. C'est bizarre, non? Non, c'est juste que tu as retrouvé le sens. Un soir, alors que nous regardions un vieux film à la télévision, on a sonné. 21h. Tard pour une visite. Léa s'est levée. J'y vais? Elle a ouvert la porte. J'ai entendu une voix d'homme. Guillaume. Léa, il faut qu'on parle. Non, Guillaume, s'il te plaît, 5 minutes. Non, Léa, je regrette. Un silence. Tu regrettes quoi? Tout. La façon dont ça s'est terminé. Les choses que j'ai dites, ce que mes parents t'ont dit. Tu regrettes les mots ou les faits? Quoi? Tu regrettes de m'avoir blessé ou tu regrettes que je sois partie? Silence. C'est bien ce que je pensais. Bonne soirée, Guillaume. Elle a refermé la porte. Elle est revenue dans le salon. Elle s'est assise. Elle a repris sa tasse de thé, comme si rien ne s'était passé. Ça va? Oui. Tu es sûre? Elle a souri. Oui, maman. Je suis sûre. Mais je voyais bien que ses mains tremblaient légèrement. Cette nuit-là, je me suis réveillée vers 3 heures du matin. J'ai entendu des sanglots. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la chambre de Léa. La porte était entr'ouverte. Elle était assise sur son lit, dans le noir. Elle pleurait en silence. Je suis entrée. Léa, elle a levé la tête. Pardon, je ne voulais pas te réveiller. Ce n'est rien. Je me suis assise à côté d'elle. Tu penses à lui? Oui. Tu l'aimes encore? Elle a essuyé ses larmes. Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être que j'aime juste l'idée de lui, l'idée de ce que j'ai cru qu'il était. Et maintenant, je sais qu'il n'était pas celui que je croyais, et que je n'étais pas celle qu'il voulait. Alors, à quoi bon? À quoi bon pleurer? Oui, parce que même quand une chose n'était pas vraie, la douleur, elle, est bien réelle. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Comment tu fais, maman? Comment je fais quoi? Pour continuer, après tout ce que papa t'a fait, après tout ce que je t'ai fait, comment tu continues à avancer? J'ai caressé ses cheveux, parce que j'ai compris quelque chose. Quoi? Que la vie ne s'arrête pas quand on nous blesse, elle continue, et on a le choix. Soit on reste prisonnière de la blessure, soit on apprend à marcher avec. Et ça fait moins mal avec le temps? Non, pas vraiment, mais on apprend à porter la douleur autrement. Elle a pleuré encore un peu, puis elle s'est endormie contre moi. Je suis restée là, dans le noir, à écouter sa respiration. Et j'ai pensé à toutes ces nuits où je l'avais veillée petite, quand elle avait de la fièvre, quand elle faisait des cauchemars. Rien n'avait changé finalement. Elle était toujours ma fille, et j'étais toujours sa mère. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un courrier d'avocat cette fois, pas une menace. Une lettre manuscrite, de la part de Madame Dufresne, la mère de Guillaume. J'ai hésité à l'ouvrir, puis je l'ai fait. L'écriture était élégante, soignée, presque trop parfaite. Madame Marchand, je prends la plume pour vous écrire ces quelques mots que je n'aurais jamais pensé devoir écrire un jour. Mon fils a quitté votre fille. Le divorce sera prononcé dans quelques mois. Guillaume va bien. Il a déjà rencontré quelqu'un d'autre, une jeune femme de notre milieu, quelqu'un qui lui correspond mieux. Je tenais à vous faire savoir que nous n'avons aucune animosité envers vous. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste. Nous respectons cela. Cependant, j'aimerais vous dire une chose. De femme à femme, vous avez détruit le mariage de votre fille pour une question d'orgueil. Était-ce vraiment nécessaire? Ne pensez-vous pas que parfois, il vaut mieux se taire pour préserver la paix? Je vous souhaite, malgré tout, de trouver la sérénité. Bien cordialement, Elisabeth Dufresne. J'ai relu la lettre 3 fois. Puis j'ai souri. Un sourire triste, amer. Détruit le mariage de ma fille pour une question d'orgueil. Comme si c'était moi qui avais demandé à Léa de me mettre à la cuisine avec la bonne. Comme si c'était moi qui l'avais humiliée devant ses beaux-parents. Comme si c'était moi qui avais eu honte d'elle. Non, ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la dignité. Et si défendre sa dignité détruit un mariage, alors ce mariage ne valait rien. J'ai montré la lettre à Léa le soir même. Elle l'a lue en silence, puis elle l'a posée sur la table. Elle a toujours été comme ça. Comment? Incapable d'admettre que son fils peut avoir tort. Incapable de voir que leur famille n'est pas parfaite. Tout est toujours de la faute des autres. Tu lui en veux? Non, je la plains. Pourquoi? Parce qu'elle vivra toute sa vie dans cette illusion que tout va bien, que tout est parfait, alors qu'au fond, elle sait que ce n'est pas vrai. Elle a souri. Au moins, moi, je sais qui je suis, et je sais d'où je viens. Et d'où viens-tu? Elle m'a regardé droit dans les yeux. De toi, maman, je viens de toi. 3 mois ont passé. Léa a trouvé un petit appartement dans le 20e. 2 pièces, modeste, lumineux. Elle l'a meublé simplement. Un canapé d'occasion, une table en bois, des étagères remplies de livres. Rien de luxueux, mais c'était à elle. Le jour du déménagement, je l'ai aidée à porter des cartons. En entrant dans l'appartement, elle a posé un carton par terre. Elle a regardé autour d'elle. C'est petit, oui, mais c'est à moi. Oui, elle a souri. Un vrai sourire, lumineux. Merci, maman.
Pourquoi tu me remercies? Parce que tu ne m'as pas laissé continuer à mentir. Tu m'as forcé à voir la vérité, même si ça faisait mal. Et maintenant, je me sens libre. Elle a ouvert une fenêtre. L'air frais est entré. On entendait les bruits de la rue, les enfants qui jouent, les voisins qui discutent. La vie, simple, vraie. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? Avant, j'avais tout. Un grand appartement, un mari, un nom. Et je me sentais prisonnière. Maintenant, je n'ai presque rien. Et je me sens libre. C'est parce que, avant, tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. Et maintenant, tu vis la tienne. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai marché lentement dans les rues de Paris. J'ai pensé à tout ce chemin parcouru, l'enveloppe blanche que j'avais laissée ce soir-là, le choc, les larmes, les disputes, la rupture, tout cela pour arriver ici, à ce moment précis, où ma fille, enfin, était libre. Et moi aussi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un dernier message de Maria. « Madame, Monsieur Guillaume s'est remarié. Une grande cérémonie, très élégante. Madame Léa n'était pas invitée, bien sûr. Mais moi, je voulais que vous sachiez, il n'avait pas l'air heureux. Il souriait pour les photos. Mais ses yeux étaient vides, comme quelqu'un qui joue un rôle. Prenez soin de vous, madame, et prenez soin de Madame Léa. Elle a de la chance de vous avoir. Maria. » J'ai souri. Puis, j'ai effacé le message. Guillaume n'était plus mon problème. Il n'était plus le problème de Léa non plus. Il était juste un chapitre fermé. Un dimanche matin, Léa est venue déjeuner à la maison. Elle a apporté des fleurs, des tulipes jaunes. « Pour toi, merci. Nous avons préparé le repas ensemble. Comme avant, comme toujours. Et au moment du dessert, elle a levé son verre. À quoi on trinque? À nous, à nous. Nous avons bu. Puis elle a dit, d'une voix douce, « Maman, je ne te l'ai jamais dit clairement, mais je vais te le dire maintenant. Quoi donc? Merci. Merci de ne pas m'avoir lâché. Merci de m'avoir forcé à voir qui j'étais devenue. Merci de m'avoir appris que la dignité ne se négocie pas. » J'ai senti les larmes monter. Tu n'as pas à me remercier. Si, parce que tu aurais pu me tourner le dos, fermer la porte, me laisser me noyer dans ma vie mensongère. Mais tu ne l'as pas fait. Je suis ta mère. Et moi, je suis ta fille. Enfin, vraiment. 6 mois ont passé depuis le déménagement de Léa. 6 mois pendant lesquels la vie a repris son cours. Différemment, mais elle a repris. Léa travaillait beaucoup. Son petit cabinet dans le 11e marchait bien. Elle défendait des femmes licenciées pendant leur grossesse, des hommes harcelés par leur hiérarchie, des employés exploités. Elle rentrait tard le soir, épuisée mais apaisée. « Tu sais ce qu'une cliente m'a dit aujourd'hui, maman? » « Quoi? » Elle m'a dit « Merci de m'avoir écouté. » Les autres avocats regardaient leur montre. « Vous m'avez regardé dans les yeux. » Elle avait les larmes aux yeux en me racontant ça. « Tu vois, maman, avant je ne regardais personne dans les yeux. Je regardais les dossiers, les contrats, les chiffres, mais pas les gens. Et maintenant, je vois les gens. Et je me vois aussi. Moi, je continuais ma routine. Le bureau, le marché, les soirées tranquilles. Mais quelque chose avait changé en moi aussi. Je me sentais légère, comme si un poids que je portais depuis des années s'était enfin dissous. Ce poids, c'était la culpabilité. La culpabilité de ne pas être assez, de ne pas avoir assez donné, de ne pas avoir été la mère parfaite. Mais maintenant, je savais que j'avais fait de mon mieux. Et que parfois, le mieux qu'on puisse faire pour quelqu'un qu'on aime, c'est de le laisser tomber, pour qu'il apprenne à se relever. Un samedi matin, alors que je faisais mes courses au marché, j'ai croisé quelqu'un. Madame Dufresne. Elle portait un manteau en cachemire beige, des lunettes de soleil, un sac Hermès au bras. Elle m'a vu. J'ai vu son visage se figer. Elle a hésité, puis elle a fait mine de ne pas me reconnaître. Elle a tourné la tête et a continué son chemin. J'ai souri. Parce que dans ce geste, j'ai compris quelque chose. Elle avait peur de moi, peur de ce que je représentais. Une femme qui n'avait pas baissé les yeux. Une femme qui n'avait pas eu honte de défendre sa dignité. Et pour elle, c'était insupportable. Quelques semaines plus tard, Léa m'a appelé. « Maman, j'ai reçu un coup de fil aujourd'hui. » « De qui ? » ?»« De Guillaume. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il voulait ? Me parler. « Tu as accepté ? » ?»« Non. Enfin, pas tout de suite. » « Et maintenant ? » « Maintenant, je me demande si je devrais. Juste pour clore cette histoire. Une fois pour toutes. Tu fais ce que tu penses être juste, Léa. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Je pense que tu es assez forte pour décider toute seule. Elle a ri. Tu as raison. Je vais y réfléchir. 2 jours plus tard, elle l'a rencontré. Dans un café neutre, public, loin de leurs anciens quartiers. Elle est rentrée chez moi le soir même. Elle avait ce regard étrange. Ni triste, ni heureux. Juste calme. Alors, il voulait s'excuser. Vraiment ? Oui. Il a dit qu'il avait été trop dur, trop influencé par ses parents, qu'il regrettait. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit ? Elle a souri.
Je lui ai dit merci. Merci? Oui, merci de m'avoir quitté. Merci de m'avoir forcé à voir qui j'étais vraiment. Merci de m'avoir libéré. Et lui, il n'a rien dit. Il m'a regardé comme si j'étais devenue folle. Puis il est parti. Et toi, comment tu te sens? Libre, maman. Enfin libre. Les mois ont continué à passer. L'été est arrivé, puis l'automne, puis l'hiver à nouveau. 1 an depuis ce dîner. 1 an depuis l'enveloppe blanche. 1 an depuis que tout avait basculé. Un jour, Léa m'a demandé « Maman, tu te souviens de ce soir-là? Le dîner? Oui? Tu regrettes? » J'ai réfléchi longuement. Non. Même en sachant tout ce qui s'est passé après? Même en sachant. Parce que si je n'avais rien fait, tu serais encore là-bas, dans cette vie qui n'était pas la tienne. Et moi, je serais encore ici, à m'effacer. Tu penses qu'on a fait le bon choix? Je ne sais pas s'il y a de bons ou de mauvais choix, Léa. Il y a juste des choix qui nous permettent de rester debout, et d'autres qui nous font disparaître. Elle a hoché la tête. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? Quand j'étais avec Guillaume, je pensais que j'étais heureuse, mais je ne savais pas ce qu'était le bonheur. Je confondais confort et bonheur, sécurité et amour. Et maintenant? Maintenant, je gagne moins d'argent. J'ai un appartement plus petit, je n'ai plus de nom prestigieux, mais je dors bien la nuit, parce que je sais qui je suis. Un matin de décembre, j'ai reçu un appel étrange. Maria. Madame Marchand? Oui, Maria. Comment allez-vous? Je voulais vous dire quelque chose. Quoi donc? Monsieur Guillaume, il s'est séparé de sa nouvelle femme. Ah, oui, elle est partie il y a 3 semaines. Elle lui a laissé une lettre. Dans cette lettre, elle disait qu'elle ne voulait pas vivre avec un homme qui ne savait pas voir ce qu'il avait. Qu'elle ne voulait pas être juste un objet dans sa vitrine. Je vois. Et hier, je l'ai vu pleurer. Il était assis dans le salon, seul, et il pleurait. Pourquoi me dites-vous cela, Maria? Un silence. Parce que je pense qu'il a enfin compris, qu'il a perdu quelqu'un de bien. Madame Léa, c'est trop tard, je sais, mais je voulais que vous sachiez que la vie, parfois, elle rend justice. Merci, Maria. Prenez soin de vous, madame, et de madame Léa. Elle a raccroché. Je suis restée assise un long moment. Guillaume pleurait. Une partie de moi, une toute petite partie, a ressenti de la tristesse pour lui. Mais une autre partie, plus grande, plus forte, a ressenti quelque chose d'autre, de la paix, parce que ce n'était pas moi qui l'avais détruit. C'était lui-même, ses choix, ses mensonges, son incapacité à voir ce qu'il avait. La vie ne punit pas, elle rend juste ce qu'on lui donne. Et lui, il avait donné du mépris, de l'orgueil, de la superficialité. Alors la vie lui avait rendu la solitude. J'ai hésité à en parler à Léa, puis j'ai décidé de le faire. Ce soir-là, autour d'un thé, je lui ai raconté ce que Maria m'avait dit. Elle a écouté en silence, puis elle a dit « Je ne ressens rien. » Rien? Non. Ni joie, ni tristesse, juste rien. C'est normal. Je pensais que j'aurais de la peine pour lui, ou peut-être une forme de satisfaction. Mais non, c'est comme si ça ne me concernait plus. C'est parce que tu as tourné la page. Oui, et c'est étrange, parce que pendant des années, il a été le centre de ma vie. Et maintenant, il n'est plus rien. Elle a bu une gorgée de thé. Tu sais ce que je ressens par contre? Quoi? De la gratitude. De la gratitude? Oui, de la gratitude envers toi, parce que tu m'as sauvée. Je ne t'ai pas sauvée, Léa. Tu t'es sauvée toute seule. Non, maman, tu m'as montré le chemin. Si tu n'avais pas posé cette enveloppe sur la table ce soir-là, si tu n'avais pas eu le courage de me confronter, je serais encore là-bas, à jouer un rôle, à m'effacer, comme tu l'as fait pendant des années. Elle m'a pris la main, mais tu as décidé de ne plus t'effacer. Et en faisant ça, tu m'as appris à ne plus m'effacer non plus. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre que je n'attendais pas, de la part de Monsieur Dufresne, le père de Guillaume. J'ai hésité. Puis je l'ai ouverte. L'écriture était ferme, presque brutale. Madame Marchand, je vous écris aujourd'hui pour vous informer que mon fils traverse une période difficile. Son 2e mariage vient de s'effondrer. Il est seul, désemparé. Je ne vous écris pas pour vous demander de la compassion. Je sais que vous n'en aurez pas. Mais je voulais vous dire une chose. Vous aviez raison. J'ai passé ma vie à construire une image de famille parfaite, de réussite, de respectabilité. Mais en faisant cela, j'ai oublié l'essentiel. J'ai oublié d'apprendre à mon fils ce qu'est l'amour, le vrai, celui qui se construit dans la durée, celui qui accepte l'autre tel qu'il est. Je ne vous demande pas de pardon, je vous demande juste de comprendre que parfois, les pères aussi font des erreurs. Cordialement, Henri Dufresne. J'ai relu la lettre plusieurs fois, puis je l'ai pliée, et je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne lui ai pas répondu, pas par mépris, mais parce que je n'avais rien à dire. Il avait compris, trop tard, mais il avait compris.
et c'était suffisant. Un samedi après-midi, Léa et moi sommes allés nous promener au jardin du Luxembourg. Il faisait beau, un de ces jours d'hiver, où le soleil brille malgré le froid. Nous avons marché en silence, puis nous nous sommes assises sur un banc. Devant nous, des enfants jouaient. Ils couraient, riaient, tombaient, se relevaient. Tu sais à quoi je pense, maman? Non. Je pense à cette femme que j'étais, il y a 1 an. Cette femme qui avait tellement peur de perdre sa place qu'elle était prête à effacer sa propre mère. Et maintenant, je sais que la seule place qui compte, c'est celle qu'on se donne à soi-même. Elle a souri. Et tu sais quoi? Quoi? J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur a bondi. Ah oui? Oui, un collègue, avocat aussi. Il défend des sans-papiers, des demandeurs d'asile. Il n'a pas d'argent. Il vit dans un studio minuscule, mais il a un cœur immense. Et il me voit. Vraiment. Pas mon nom, pas mon parcours, pas ce que je représente. Juste moi. Tu es heureuse? Je crois que oui. Pas de cette fausse joie que j'avais avant, mais d'une joie calme, profonde. Alors c'est tout ce qui compte. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Merci, maman. Pourquoi tu me remercies? Parce que tu m'as appris que l'amour ne se négocie pas, que la dignité ne se négocie pas, que soi-même ne se négocie pas. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai sorti la vieille boîte du placard, celle avec les souvenirs de Léa, ses dessins d'enfants, ses bulletins scolaires, ses cartes de fête des mères. J'ai ouvert une carte, la même que j'avais lue il y a plusieurs mois. Pour maman, la plus belle du monde, je t'aime, Léa. Et cette fois, au lieu de la ranger, je l'ai posée sur ma table de nuit. Parce que maintenant, je savais que cette petite fille était toujours là. Elle ne s'était jamais perdue. Elle s'était juste cachée. Et moi, en posant cette enveloppe blanche ce soir-là, je lui avais donné la permission de revenir. Quelques jours plus tard, j'ai croisé une jeune femme dans le métro. Elle devait avoir 25 ans. Elle était au téléphone avec quelqu'un. Non, maman, je ne peux pas venir dimanche. J'ai un brunch avec les parents de mon copain. C'est important. Oui, je sais. Mais là, c'est vraiment... Non, maman, ne pleure pas. Bon, écoute, je te rappelle. Elle a raccroché. Elle avait l'air agacée. Je l'ai regardée. Et j'ai eu envie de lui dire, un jour, tu comprendras. Un jour, tu te rendras compte que cette femme au téléphone, celle qui pleure, c'est celle qui t'a tout donné. Et tu regretteras de l'avoir fait attendre. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que certaines leçons, on ne peut les apprendre que seul. Ce soir-là, Léa m'a appelé. Maman, je voulais te dire quelque chose. Quoi donc? Dimanche prochain, je voudrais t'inviter à dîner. Chez moi, avec Julien, mon ami. Tu es sûr? Oui, je veux qu'il te rencontre. Je veux qu'il sache d'où je viens. D'accord. Et maman? Oui, cette fois tu seras assise à la table, à ma table, pas à la cuisine. J'ai souri. Merci ma chérie. Non maman, merci à toi. Le dimanche suivant, je suis allée chez Léa. Elle avait préparé un repas simple. Poulet rôti, légumes, tarte aux pommes. Julien était là, un homme simple, souriant, sincère. Il m'a serré dans ses bras. Enchantée, Madame Marchand. Léa m'a beaucoup parlé de vous. En bien, j'espère. En très bien. Nous nous sommes assis à table, tous les trois. Et pendant tout le repas, Léa a parlé de moi, de notre histoire, de ce que j'avais fait pour elle. Pas avec honte, pas avec gêne, avec fierté. Ma mère est celle qui m'a appris à me tenir debout. Julien m'a regardé avec respect. Vous avez élevé une femme remarquable. Non, j'ai élevé une femme vraie. C'est elle qui a fait le reste. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai marché lentement dans les rues de Paris. J'ai pensé à ce long chemin, l'enveloppe, la rupture, la douleur, la reconstruction. Et j'ai compris quelque chose. Parfois, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi du courage. Le courage de dire non. Le courage de poser des limites. Le courage de laisser l'autre tomber pour qu'il apprenne à se relever. Et j'avais eu ce courage. Non pas parce que j'étais forte, mais parce que je savais que si je ne le faisais pas, nous serions perdus, toutes les deux. 2 ans ont passé. 2 ans depuis ce dîner. 2 ans depuis l'enveloppe blanche. La vie avait continué. Doucement, paisiblement. Léa s'était mariée avec Julien. Un mariage simple, à la mairie du 20e. 20 personnes. Un déjeuner dans un petit restaurant du quartier. Pas de château, pas d'orchestre, pas de robe à 10 000 €. Juste 2 personnes qui s'aimaient, et des gens qui les aimaient sincèrement. Ce jour-là, Léa m'avait demandé de faire un discours. « Maman, je voudrais que tu dises quelques mots. »« Tu es sûre ?»« Oui, plus que tout. » Alors je m'étais levée, devant ces 20 personnes. Et j'avais dit, il y a 2 ans, j'ai cru que j'avais perdu ma fille. Mais en réalité, c'est le jour où je l'ai retrouvée, parce qu'elle a eu le courage de se regarder dans le miroir et de choisir la vérité plutôt que le confort. Aujourd'hui, elle épouse un homme qui la voit telle qu'elle est, et c'est tout ce qu'une mère peut souhaiter pour son enfant. Léa avait pleuré, Julien aussi. Et moi,
j'avais senti mon cœur déborder de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la joie, pure, simple. Quelques mois après le mariage, Léa était venue me voir. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » « Quoi donc ?» Elle avait souri, un sourire lumineux. « Je suis enceinte. » Mon cœur s'était arrêté. « Vraiment ? » « Oui, 3 mois. » Je l'avais prise dans mes bras, et nous avions pleuré, de bonheur, de soulagement, de gratitude. « Tu vas être grand-mère, maman. Je sais. Tu es heureuse ? Plus que tu ne peux l'imaginer. » Les mois avaient passé. Le ventre de Léa s'était arrondi. Elle rayonnait. Elle riait beaucoup. Elle chantait en cuisinant. Un jour, elle m'avait dit « Tu sais ce qui est étrange ? » Non. Quand j'étais avec Guillaume, j'avais tellement peur de tomber enceinte. J'avais peur que ça abîme mon corps, que ça ralentisse ma carrière, que ça me fasse perdre ma place dans ce monde. Et maintenant, c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Parce que je sais que cet enfant va grandir dans la vérité, pas dans le mensonge. Tu seras une merveilleuse mère. Je ne sais pas. Mais je sais que je ferai de mon mieux, comme toi. Un soir de printemps, alors que je lisais près de la fenêtre, on a sonné. Tard, 22 heures. J'ai regardé par le judas. Un homme, seul, dos voûté, cheveux grisonnants. J'ai ouvert. Guillaume. Il avait vieilli. Beaucoup. En 2 ans, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Madame Marchand, Monsieur Dufresne. Je sais que je n'ai pas le droit d'être là. Mais j'ai appris que Léa attendait un enfant. Oui. Je voulais vous dire que je lui souhaite d'être heureuse. Vraiment heureuse. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait brisé ma fille. Cet homme qui l'avait méprisée. Cet homme qui m'avait méprisée. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Du regret. Profond. Sincère. Pourquoi me dites-vous cela à moi? Pourquoi pas à elle? Parce qu'elle ne veut plus me voir, et je la comprends. Alors pourquoi êtes-vous là? Il a baissé les yeux. Parce que je voulais que quelqu'un sache, que je regrette, que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Compris quoi? Que j'ai gâché la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Un silence. Madame Marchand, vous aviez raison, ce soir-là. Quand vous avez posé cette enveloppe sur la table, vous aviez raison. Je ne l'ai pas fait pour avoir raison. Je sais, vous l'avez fait pour sauver votre fille, et vous l'avez sauvée. Il a relevé la tête, ses yeux brillaient. Moi, personne ne m'a sauvé. On ne peut sauver que ceux qui veulent être sauvés. Je sais, et c'est là tout mon drame. Il a reculé d'un pas. Je vais partir, je ne reviendrai plus. Mais, si un jour Léa demande de mes nouvelles, dites-lui que je lui souhaite tout le bonheur du monde, et que son enfant a de la chance. De la chance? Oui, d'avoir une mère comme elle, et une grand-mère comme vous. Il est parti. J'ai refermé la porte, et je suis restée longtemps immobile dans l'entrée. Guillaume avait compris. Trop tard, bien trop tard. Mais il avait compris. J'ai hésité à en parler à Léa, puis j'ai décidé de le faire. Le lendemain, autour d'un thé, je lui ai raconté. Elle a écouté en silence. Son visage était calme, serein. Il est venu te voir. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Rien de particulier. De la tristesse, peut-être, pour lui, mais pas pour moi. Tu ne veux pas le revoir? Non. Cette page est tournée, maman. Même s'il a changé? Même s'il a changé. Parce que ce n'est plus mon problème. Elle a posé sa main sur son ventre. Maintenant, je regarde devant, vers cet enfant, vers ma nouvelle vie. Tu ne lui en veux plus? Elle a réfléchi. Non, je ne lui en veux plus. Mais je ne veux plus de lui dans ma vie non plus. C'est sage, c'est juste nécessaire, pour avancer. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une autre visite inattendue. Madame Dufresne, Elisabeth. Elle avait vieilli elle aussi. Son visage était marqué. Ses épaules, moins droites, elle était venue sans prévenir, un après-midi. Elle avait sonné. J'avais ouvert. Madame Marchand, Madame Dufresne, je sais que je n'ai aucun droit de vous déranger, mais puis-je entrer? Juste 5 minutes. J'ai hésité, puis je me suis écartée. Elle est entrée. Elle a regardé autour d'elle, ce petit appartement modeste, si différent de son hôtel particulier du 16e. Asseyez-vous. Elle s'est assise, les mains croisées sur ses genoux. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis venue vous demander quelque chose. Quoi donc? J'ai appris que Léa attendait un enfant. Oui, je voudrais la voir. Pourquoi? Parce que mon fils est détruit. Il a tout perdu. Son 2e mariage, son travail, sa santé, il boit. Il ne sort plus. Et moi, je réalise que nous avons détruit quelque chose de précieux. Vous réalisez? Maintenant? 2 ans après? Je sais, c'est trop tard. Mais je voulais au moins essayer. Essayer quoi? De m'excuser. Auprès de Léa, auprès de vous, je l'ai regardée. Cette femme hautaine qui m'avait méprisée. Cette femme qui avait appelé ma fille une fille de secrétaire. Madame Dufresne, vos excuses ne changeront rien. Je sais, mais je dois les dire, ne serait-ce que pour moi. Pour vous? Oui,
parce que je me rends compte que j'ai passé ma vie à construire une façade, à défendre une image, à protéger un nom. Et au final, qu'est-ce que j'ai? Un fils détruit, un mari distant, une vie vide. Elle a sorti un mouchoir, elle a essuyé ses yeux. Vous aviez raison, Madame Marchand, ce soir-là. Vous aviez raison de ne pas vous taire. Je ne l'ai pas fait pour avoir raison. Je sais, vous l'avez fait pour préserver votre dignité et celle de votre fille. Elle a pris une grande inspiration. Nous avons sacrifié la dignité pour l'apparence. Et maintenant, nous n'avons plus ni l'une ni l'autre. Madame Dufresne, je ne peux pas parler pour Léa. Si vous voulez la voir, c'est à elle de décider. Vous pouvez lui transmettre un message? Lequel? Dites-lui que je lui demande pardon. Pour tout. Pour la façon dont nous l'avons traité. Pour la façon dont nous vous avons traité. Pour avoir encouragé mon fils à la quitter. Vous avez encouragé Guillaume à la quitter? Elle a hoché la tête. Oui, c'est moi. J'ai dit à Guillaume que Léa n'était pas digne de lui, que vous étiez une manipulatrice, que votre fille était une arriviste. Pourquoi? Parce que j'avais peur de perdre le contrôle, peur que mon fils nous échappe, peur que des gens comme vous nous rappellent que nous ne sommes pas si différents. Des gens comme moi, des gens vrais, authentiques. Elle a pleuré, pas des larmes discrètes, des sanglots profonds. J'ai gâché la vie de mon fils, et la vôtre, et celle de Léa. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre. Madame Dufresne, je ne peux pas vous pardonner à la place de ma fille. Je comprends, mais je peux vous dire une chose. Quoi? Nous ne sommes pas responsables de tout le malheur du monde. Vous avez fait des erreurs, graves, mais Guillaume est un adulte. Il a fait ses propres choix. Mais j'ai influencé ses choix. Oui, mais au final, c'est lui qui a décidé. Elle a hoché la tête. Vous avez raison. Elle s'est levée. Elle a pris son sac. Merci de m'avoir écouté. Je vais transmettre votre message à Léa. Mais ne vous attendez à rien. Je n'attends rien. Juste qu'elle sache. Elle est partie. Le soir même, j'ai appelé Léa. Maman? Léa, j'ai reçu une visite aujourd'hui. Qui? Madame Dufresne. Un long silence. Qu'est-ce qu'elle voulait? Te demander pardon. Pardon? Oui, elle a reconnu ses erreurs, ses manipulations. Elle m'a demandé de te transmettre un message. Quel message? Qu'elle te demande pardon. Pour tout. Un autre silence. Puis la voix de Léa, calme. Dis-lui que je ne lui en veux pas, mais que je ne veux pas la revoir. Tu es sûre? Oui, parce que si je la revois, je vais retomber dans ce monde de faux semblants. Et je ne veux pas que mon enfant grandisse dans ce monde. Je comprends. Maman? Oui? Tu penses que je suis dure? Non, je pense que tu protèges ce qui est précieux. Merci. Les mois ont continué à passer. Le ventre de Léa s'arrondissait. Elle préparait la chambre du bébé. Julien montait des meubles. Il riait. Il chantait. Moi, je tricotais des petites chaussettes, des bonnets, des couvertures, comme le faisait ma mère pour Léa. Et maintenant, je le faisais pour son enfant. Le cercle continuait. Un jour de septembre, le téléphone a sonné. Maman, c'est le moment. On part à la maternité. J'arrive. J'ai couru. Enfin, autant qu'une femme de 72 ans peut courir. À la maternité, Julien m'attendait dans le couloir. Elle est en salle de travail. Ça va bien. Je peux la voir? Oui. Elle vous demande. Je suis entrée. Léa était là, en sueur, fatiguée, mais souriante. Maman, je suis là. Reste avec moi, s'il te plaît. Je ne bouge pas. J'ai pris sa main. Et pendant les heures qui ont suivi, je suis restée à ses côtés. Je lui ai parlé. Je l'ai encouragée. Je l'ai essuyée. Comme elle l'avait fait pour moi, quand c'était moi qui la mettais au monde. Le cercle, encore. À 23h12, un cri a déchiré le silence. Un cri puissant, vivant. La sage-femme a souri. C'est une fille. Léa a pleuré. Julien aussi. Et moi, j'ai senti mon cœur exploser de joie. Une fille. La sage-femme l'a posée sur le ventre de Léa. Un petit être tout rouge, tout fripé, tout parfait. Elle est magnifique. Léa l'a regardée, puis elle m'a regardée. Maman, je veux l'appeler Juliette, comme toi. Mon cœur s'est arrêté. Tu es sûre? Plus que tout. Parce que tu m'as appris ce qu'est la vraie force. Et je veux que ma fille porte ton nom, ton héritage. J'ai pleuré, sans retenue. Merci. Non, maman. Merci à toi. Quelques heures plus tard, Léa dormait. Julien aussi. Moi, je tenais la petite Juliette dans mes bras. Elle me regardait. Ses petits yeux noirs, curieux, vivants. Et je lui ai murmuré « Bienvenue dans ce monde, petite Juliette. Tu portes un grand nom. Mais ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être toi. Vraie, authentique, courageuse. » J'ai embrassé son front. Ta maman va t'apprendre beaucoup de choses. Mais surtout, elle va t'apprendre que la dignité ne se négocie jamais. En rentrant chez moi cette nuit-là, j'ai marché dans les rues de Paris. Il faisait doux. Le ciel était étoilé. Et j'ai pensé à ce long chemin,
l'enveloppe, la rupture, la douleur, la reconstruction. Et maintenant, cette nouvelle vie. Tout ce chemin pour arriver ici, à ce moment précis, où ma fille était devenue mère, où j'étais devenue grand-mère, où la vie continuait, plus forte que jamais. 5 ans ont passé depuis la naissance de la petite Juliette. 5 ans pendant lesquels la vie s'est installée, douce, paisible, vraie. Juliette est une petite fille lumineuse, curieuse, joyeuse. Elle court partout, elle rit fort, elle pose 1000 questions. Et quand elle me voit, elle crie « Mamie !» Ce mot, ce simple mot, il me remplit de bonheur à chaque fois. Léa est une mère merveilleuse, pas parfaite, mais présente, attentive, vraie. Elle travaille toujours dans son petit cabinet. Elle défend ceux qui n'ont pas de voix. Et elle rentre le soir pour lire des histoires à sa fille. Des histoires de princesses qui n'ont pas besoin de château. De femmes qui se sauvent toutes seules. Julien est un père présent. Il joue avec Juliette. Il la porte sur ses épaules. Il lui apprend à faire du vélo. Et moi, je les regarde. Et je me dis que tout ce chemin en valait la peine. Un dimanche après-midi, alors que nous étions tous réunis chez Léa, la petite Juliette est venue me voir. « Mamie, pourquoi tu as le même prénom que moi ?» J'ai souri. « Parce que ta maman a voulu te donner mon prénom. » Pourquoi ? Parce qu'elle voulait que tu portes quelque chose d'important. Quoi ? Un héritage. C'est quoi, un héritage ? Léa est entrée dans le salon à ce moment-là. Un héritage, ma chérie, c'est quelque chose qu'on te transmet. Quelque chose qui vient de ceux qui étaient là avant toi. Et c'est quoi mon héritage ? Léa m'a regardé. Puis, elle a regardé sa fille. Ton héritage, c'est la force, la dignité et la vérité. Je comprends pas. Tu comprendras un jour, quand tu seras grande. Juliette a haussé les épaules. Puis elle est retournée jouer. Léa s'est assise à côté de moi. Tu sais ce que je me dis parfois, maman ? Non. Je me dis que si tu n'avais pas posé cette enveloppe ce soir-là, Juliette ne serait jamais née. Comment ça ? Parce que je serais encore avec Guillaume, et je n'aurais jamais eu d'enfant avec lui. J'aurais eu trop peur de perdre ma place, trop peur de ne plus être parfaite. Elle a pris ma main. Alors en sauvant ma vie, tu as aussi donné la vie à ma fille. J'ai senti les larmes monter. Tu sais ce qui est étrange ? Quoi ? Quand j'ai posé cette enveloppe ce soir-là, je ne savais pas où ça nous mènerait. Je savais juste que je ne pouvais plus me taire. Et maintenant, je sais que c'était le bon choix, le seul choix possible. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. Maria. Madame Marchand ? Maria, comment allez-vous ? Je vais bien, madame. Mais j'ai une nouvelle à vous annoncer. Laquelle ? Monsieur Guillaume. Il est décédé. Mon cœur s'est serré. Quoi ? Oui, madame. Il y a 3 jours. Une crise cardiaque. Il avait 46 ans. Mon Dieu. Les funérailles ont eu lieu hier. Ses parents étaient là. Très peu de monde. Il était seul, madame. Très seul. Merci de m'avoir prévenu, Maria. Je me suis dit que vous deviez savoir. Et peut-être que madame Léa devrait savoir aussi. Je vais lui dire. Prenez soin de vous, madame. Elle a raccroché. Je suis restée longtemps assise, le téléphone à la main. Guillaume était mort. Cet homme qui avait été le mari de ma fille. Cet homme qui l'avait blessé. Cet homme qui avait fini seul. Je ne ressentais ni joie, ni tristesse. Juste une immense pitié. Le soir même, j'ai appelé Léa. Maman ? Léa, j'ai quelque chose à te dire. Quoi ? Guillaume est décédé. Un long silence. Comment ? Une crise cardiaque. Il y a 3 jours. Un autre silence. Puis sa voix, tremblante. Il avait quel âge ? 46 ans. Mon Dieu. Tu veux que je vienne ? Non. Enfin, oui, s'il te plaît. 1 heure plus tard, j'étais chez elle. Léa était assise sur le canapé. Julien était à côté d'elle. Juliette dormait dans sa chambre. Léa pleurait. Pas de gros sanglots. Juste des larmes silencieuses. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Je ne l'aimais plus. Tu pleures pour ce qui aurait pu être. Oui, pour l'homme qu'il aurait pu devenir. Pour la vie qu'il aurait pu avoir. C'était un homme perdu. Je sais, mais quand même. 46 ans, c'est trop jeune. Oui, c'est trop jeune. Elle a essuyé ses yeux. Tu sais ce qui est étrange ? Non. Quand j'étais avec lui, j'avais l'impression qu'il était invincible, qu'il avait tout. L'argent, le nom, la position. Et maintenant, il n'est plus rien. Nous ne sommes tous rien, au final. Sauf ce qu'on laisse dans le cœur des autres. Et lui, qu'est-ce qu'il a laissé ? Je ne sais pas. Mais toi, tu as laissé quelque chose de précieux. Quoi ? Ta fille, ton amour, ta vérité. Elle a hoché la tête. Tu as raison. Quelques jours plus tard, Léa a décidé d'aller aux funérailles. Pas pour Guillaume, mais pour fermer définitivement cette page. Je l'ai accompagnée. L'église était presque vide. Les parents de Guillaume, quelques collègues, Maria, au fond. Madame Dufresne nous a vus entrer. Elle a pâli, puis elle est venue vers nous. Léa, Madame Dufresne, merci d'être venue.
Je suis venue pour lui, pas pour vous. Madame Dufresne a baissé les yeux. Je comprends. Comment allez-vous? Mal, très mal. Mon fils est mort, et je réalise que je ne l'ai jamais vraiment connu. Il n'est jamais trop tard pour comprendre. Si, pour moi, il est trop tard. Elle a regardé Léa. Ses yeux étaient remplis de larmes. Vous êtes heureuse, au moins? Oui, je suis heureuse. Alors au moins, quelque chose de bon est sorti de tout ça? Oui, quelque chose de très bon. Madame Dufresne a hoché la tête. Puis elle est retournée s'asseoir. Pendant la cérémonie, le prêtre a parlé de Guillaume, de sa carrière, de sa famille, de sa réussite, mais personne n'a parlé de son cœur, de ses joies, de ses peurs, parce que personne ne le connaissait vraiment. Il avait passé sa vie à jouer un rôle, et maintenant, il était parti, sans avoir jamais été lui-même. En sortant de l'église, Léa m'a pris le bras. « Tu sais ce que je me dis, maman? » Non, je me dis que j'ai eu de la chance. De la chance? Oui, d'avoir eu une mère comme toi. Une mère qui m'a appris à ne pas me perdre, même quand c'était difficile. Tu ne t'es pas perdue, tu t'es juste égarée. Et tu m'as ramenée. Non, tu es revenue toute seule, grâce à toi. Les mois ont continué à passer. La vie a repris son cours. Juliette a grandi, elle est entrée à l'école, elle se fait des amis, elle apprend à lire, et chaque dimanche, elle vient déjeuner chez moi. Elle s'assoit à table. Elle me regarde avec ses grands yeux. « Mamie, raconte-moi une histoire. » « Quelle histoire? » « Une histoire vraie. » Alors je lui raconte. Pas tout, pas encore. Elle est trop jeune, mais je lui raconte des petites choses. Comment sa maman était petite, comment elle aimait les crêpes, comment elle rêvait de devenir avocate. Et Juliette écoute, fascinée. « Et toi, mamie, tu faisais quoi? » « Moi, je travaillais. Je m'occupais de ta maman. Je faisais de mon mieux. »« Tu étais heureuse? » ?»« Oui, pas toujours. Mais oui, pourquoi pas toujours? Parce que la vie n'est pas toujours facile. Parfois, on tombe. Parfois, on se trompe. Mais l'important, c'est de se relever. Et tu t'es relevée? Oui, je me suis relevée. Elle sourit. Alors moi aussi, je me relèverai. Oui, ma chérie, toi aussi. Un soir, alors que je rangeais de vieilles affaires, je suis tombée sur quelque chose. L'enveloppe blanche. Celle que j'avais posée sur la table ce soir-là. Il y a 7 ans maintenant. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, le contrat de location, la facture, des papiers, juste des papiers. Mais ces papiers avaient tout changé. Ils avaient déclenché une réaction en chaîne, une rupture, une reconstruction, une renaissance. Je les ai regardés longtemps, puis je les ai rangés dans une boîte, avec les autres souvenirs, les dessins de Léa, ses bulletins, ses cartes. Un jour, quand Juliette sera grande, je lui donnerai cette boîte, et je lui raconterai l'histoire d'une mère qui a refusé de se taire, l'histoire d'une fille qui a retrouvé son chemin, l'histoire de 2 femmes qui ont appris que la dignité ne se négocie jamais. Aujourd'hui, j'ai 77 ans. Ma vie n'a pas été parfaite, loin de là. J'ai été mariée à un homme qui m'a quittée. J'ai élevé ma fille seule. J'ai travaillé dur. J'ai pleuré. J'ai douté. Mais j'ai aussi appris. J'ai appris que l'amour sans dignité n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. J'ai appris que le silence peut tuer, lentement, sûrement. J'ai appris que parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de dire non. Il y a quelques jours, Léa est venue me voir. Elle m'a apporté une lettre. Qu'est-ce que c'est? Lisse. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite de la main de Léa. « Maman, il y a 7 ans, tu as posé une enveloppe sur une table. Cette enveloppe a tout changé. Sur le moment, je t'en ai voulu. Je pensais que tu me détruisais, que tu me punissais. Mais aujourd'hui, je comprends. Tu ne me détruisais pas. Tu me sauvais. Tu m'as appris que la vérité fait mal, mais que le mensonge tue. Tu m'as appris que la dignité est plus importante que le confort. Tu m'as appris que l'amour, le vrai, ce n'est pas de dire oui à tout, c'est de savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, je suis avocate, pas dans un grand cabinet, pas avec un grand nom. Mais je défends des gens qui en ont besoin, et je suis heureuse. Aujourd'hui, je suis mariée à un homme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Aujourd'hui, je suis mère, et j'élève ma fille dans la vérité, pas dans l'illusion. Tout ça, c'est grâce à toi. Alors merci, maman. Merci de ne pas m'avoir laissé me perdre. Merci de m'avoir appris à me tenir debout. Merci de m'avoir montré que la dignité n'a pas de prix. Je t'aime, Léa. J'ai lu, puis relu, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de bonheur, de gratitude, parce que tout ce chemin, toute cette douleur, tout ce combat en valait la peine. Ce soir, alors que je m'apprête à me coucher, je regarde par la fenêtre. Les lumières de Paris scintillent. La vie continue, toujours. Et je pense à toutes ces femmes, toutes ces mères, toutes ces filles, celles qui se taisent, celles qui s'effacent, celles qui ont peur. Et je voudrais leur dire quelque chose. Je voudrais leur dire
Ne vous taisez pas. Ne vous effacez pas pour faire plaisir à ceux qui ne vous voient pas. Ne sacrifiez pas votre dignité pour un semblant de paix, parce que la paix sans dignité n'est pas la paix, c'est juste de la survie. Il y a 7 ans, j'ai posé une enveloppe sur une table. Cette enveloppe contenait la vérité, et la vérité a tout détruit. Mais de cette destruction est né quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, quelque chose de beau. Aujourd'hui, ma fille est libre. Ma petite fille grandit dans la vérité. Et moi, je peux enfin me regarder dans le miroir, sans honte, sans regret, juste avec la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à se tenir debout, à refuser d'être effacée, alors tout cela aura eu un sens, parce que nous méritons toutes d'être vues, d'être entendues, d'être respectées. Nous méritons toute notre place à la table, pas à la cuisine avec la bonne, mais à la table, à notre place. Et si un jour quelqu'un vous dit que vous n'avez pas la classe pour vous asseoir avec eux, souvenez-vous de ceci. La vraie classe, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le nom, ce n'est pas l'apparence. La vraie classe, c'est la dignité. Et la dignité, personne ne peut vous l'enlever, sauf vous-même. Je m'appelle Juliette Marchand, j'ai 77 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Aujourd'hui, je la partage, pour que vous sachiez, pour que vous compreniez, pour que vous n'oubliez jamais que l'amour sans dignité n'est pas de l'amour, et que parfois, le silence est le plus grand des crimes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, parce que parfois, une histoire change toute une vie. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.